Bonjour à toutes et à tous. Voici le cinquième épisode de La Traversée des Misérables que je vous propose. Cette suite m'a été réclamée par certains d'entre vous, je les en remercie chaleureusement. Elle succède immédiatement dans le roman, vous allez l'entendre, à l'épisode précédent où nous avions découvert Jean Valjean et son errance dans la petite ville de Digne, dont toutes les portes se fermèrent violemment à l'évocation de son passé de bagnard fraîchement libéré. Toutes, écoutez-moi ça. Ce soir-là, monsieur l'évêque de Digne, après sa promenade en ville, était resté assez tard enfermé dans sa chambre. Il s'occupait d'un grand travail sur les devoirs, lequel est malheureusement demeuré inachevé. Son livre était divisé en deux parties, premièrement les devoirs de tous, deuxièmement les devoirs de chacun. Il travaillait encore à 8 heures, écrivant assez incommodément sur de petits carrés de papier avec un gros livre ouvert sur ses genoux, quand madame Magloire entra, selon son habitude, pour prendre l'argenterie dans le placard près du lit. Un moment après, l'évêque, sentant que le couvert était mis et que sa sœur l'attendait peut-être, ferma son livre, se leva de sa table et entra dans la salle à manger. Madame Magloire achevait en effet de mettre le couvert. Au moment où monsieur l'évêque entra, elle parlait avec quelque vivacité. Elle entretenait mademoiselle d'un sujet qui lui était familier et auquel l'évêque était accoutumé. Il s'agissait du loquet de la porte d'entrée. Il paraît que, tout en allant faire quelques provisions pour le souper, madame Magloire avait entendu dire des choses en divers lieux. On parlait d'un rôdeur de mauvaise mine, qu'un vagabond suspect serait arrivé, qu'il devait être quelque part dans la ville, et qu'il se pourrait qu'il y eût de méchantes rencontres pour ceux qui s'aviseraient de rentrer tard chez eux cette nuit-là. Que la police était bien mal faite, du reste, attendu que monsieur le préfet et monsieur le maire ne s'aimaient pas et cherchaient à se nuire en faisant arriver des événements. Que c'était donc aux gens sages à faire la police eux-mêmes et à se bien garder, et qu'il faudrait avoir soin de dûment clore, verrouiller et barricader sa maison et de bien fermer ses portes. Madame Magloire appuya sur ce dernier mot. Mais l'évêque venait de sa chambre, où il avait eu assez froid, il s'était assis devant la cheminée et se chauffait, et puis il pensait à autre chose. Il ne releva pas le mot à effet que madame Magloire venait de laisser tomber. Elle le répéta. Alors, mademoiselle Baptistine, voulant satisfaire madame Magloire sans déplaire à son frère, se hasarda à dire timidement « Mon frère, entendez-vous ce que dit madame Magloire ?»« J'en ai entendu vaguement quelque chose, » répondit l'évêque. Puis, tournant à demi sa chaise, mettant ses mains sur ses genoux et levant vers la vieille servante son visage cordial et facilement joyeux que le feu éclairait d'en bas, « Voyons, qu'y a-t-il ? Nous sommes donc dans quelque gros danger ?» Alors madame Magloire recommença toute l'histoire, en l'exagérant quelque peu sans s'en douter. Il paraîtrait qu'un bohémien, un va-nu-pied, une espèce de mendiant dangereux serait en ce moment dans la ville. Il s'était présenté pour loger chez Jacquin Labarre, qui n'avait pas voulu le recevoir. On l'avait vu arriver par le boulevard Gassendi et rôder dans les rues à la brume. Un homme de sac et de corde, avec une figure terrible. « Vraiment ?» dit l'évêque. Ce consentement à l'interroger encouragea madame Magloire. Cela lui semblait indiquer que l'évêque n'était pas loin de s'alarmer. Elle poursuivit, triomphante. « Ah oui, monseigneur, c'est comme cela. Il y aura quelque malheur cette nuit dans la ville. Tout le monde le dit. Avec cela que la police est si mal faite. Vivre dans un pays de montagne et n'avoir pas même de lanterne la nuit dans les rues. On sort, des fours, quoi. Et je dis, monseigneur, et mademoiselle que voilà dit comme moi. Moi, je ne dis rien, interrompit la sœur. Ce que mon frère fait est bien fait. Madame Magloire continua comme s'il n'y avait pas eu de protestation. Nous disons que cette maison-ci n'est pas sûre du tout. Que, si monseigneur le permet, je vais aller dire à Paulin Musebois, le serrurier, qu'il vienne mettre les anciens verrous de la porte. On les a là, c'est une minute. Et je dis qu'il faut des verrous, monseigneur, ne serait-ce que pour cette nuit. Car je dis qu'une porte qui s'ouvre du dehors avec un loquet par le premier passant venu n'est rien plus terrible. Avec cela que monseigneur a l'habitude de toujours dire d'entrer, et que d'ailleurs, même au milieu de la nuit, oh mon Dieu, on n'a pas besoin d'en demander la permission. En ce moment, on frappa à la porte un coup assez violent. « Entrez !»
dit l'évêque. La porte s'ouvrit. Elle s'ouvrit vivement, toute grande, comme si quelqu'un la poussait avec énergie et résolution. Un homme entra. Cet homme, nous le connaissons déjà, c'est le voyageur que nous avons vu tout à l'heure errer, cherchant un gîte. Il entra, fit un pas et s'arrêta, laissant la porte ouverte derrière lui. Il avait son sac sur l'épaule, son bâton à la main, une expression rude, hardie, fatiguée et violente dans les yeux. Le feu de la cheminée l'éclairait. Il était hideux. C'était une sinistre apparition. Madame Magloire n'eut pas même la force de jeter un cri. Elle tressaillit et resta béante. Mademoiselle Baptistine se retourna, aperçut l'homme qui entrait et se dressa à demi d'effarement. Puis, ramenant peu à peu sa tête vers la cheminée, elle se mit à regarder son frère et son visage redevint profondément calme et serein. L'évêque fixait sur l'homme un œil tranquille. Comme il ouvrait la bouche, sans doute pour demander au nouveau venu ce qu'il désirait, l'homme appuya ses deux mains à la fois sur son bâton, promena ses yeux tour à tour sur le vieillard et les femmes, et sans attendre que l'évêque parlât, dit d'une voix haute « Voici, je m'appelle Jean Valjean. Je suis un galérien, j'ai passé 19 ans au bagne. Je suis libéré depuis 4 jours et en route pour Pontarlier, qui est ma destination. 4 jours et que je marche depuis Toulon. Aujourd'hui, j'ai fait 12 lieues à pied. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été dans une auberge. On m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Il avait fallu. J'ai été à une autre auberge. On m'a dit va-t'en. Chez l'un, chez l'autre, personne n'a voulu de moi. J'ai été à la prison. Le guichetier n'a pas ouvert. J'ai été dans la niche d'un chien. Ce chien m'a mordu et m'a chassé comme s'il avait été un homme. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Là, dans la place, j'allais me coucher sur une pierre. Une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit « Frappez-la ». J'ai frappé. Qu'est-ce que c'est ici? Êtes-vous une auberge? J'ai de l'argent. 109 francs 15 sous que j'ai gagné au bagne par mon travail en 19 ans. Je paierai. Je suis très fatigué, 12 lieues à pied, j'ai bien faim. Voulez-vous que je reste? Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus, dit l'évêque. L'homme fit 3 pas et s'approcha de la lampe qui était sur la table. Tenez, c'est pas ça, reprit-il comme s'il n'avait pas bien compris. Avez-vous entendu? Je suis un galérien, un forçat, je viens des galères. Il tira de sa poche une grande feuille de papier jaune qu'il déplia. Voilà mon passeport, jaune, comme vous voyez. Cela me sert à me faire chasser de partout où je suis. Voulez-vous lire? Je sais lire, moi. J'ai appris au bagne. Il y a une école pour ceux qui veulent. Tenez, voilà ce qu'on a mis sur le passeport. Jean Valjean, forçat libéré, natif de... Ouais, ça vous est égal. Est resté 19 ans au bagne. 5 ans pour vol avec effraction. 14 ans pour avoir tenté de s'évader 4 fois. Cet homme est très dangereux. Voilà. Tout le monde m'a jeté dehors. Voulez-vous me recevoir, vous? Est-ce une auberge? Voulez-vous me donner à manger, à coucher? Avez-vous une écurie? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. Madame Magloire sortit pour exécuter ses ordres. L'évêque se tourna vers l'homme. Monsieur, asseyez-vous et chauffez-vous. Nous allons souper dans un instant et l'on fera votre lit pendant que vous souperez. Ici, l'homme comprit tout à fait. L'expression de son visage, jusqu'alors sombre et dure, s'empreignit de stupéfaction, de doute, de joie, et devint extraordinaire. Il se mit à balbutier comme un fou. « Vrai? Quoi, vous me gardez? Vous me chassez pas? Un forçat? Vous m'appelez monsieur? Vous me tutoyez pas? Je vais souper. Un lit avec des matelas et des draps comme tout le monde. Il y a 19 ans que je n'ai couché dans un lit. D'ailleurs, j'ai de l'argent, je paierai bien. Vous êtes aubergiste, n'est-ce pas? Je suis un prêtre qui demeure ici, dit l'évêque. Un prêtre? Reprit l'homme. Oh, un brave homme de prêtre. Alors vous ne me demandez pas d'argent? Le curé, n'est-ce pas? Le curé de cette grande église? Ah ben tiens, c'est vrai que je suis bête, je n'avais pas vu votre calotte. Alors, vous n'avez pas besoin que je paye? Non, gardez votre argent, dit l'évêque. Combien avez-vous? Ne m'avez-vous pas dit 109 francs? 15 sous, ajouta l'homme.
109 francs 15 sous. Et combien de temps avez-vous mis à gagner cela? 19 ans. 19 ans. L'évêque soupira profondément. Madame Magloire rentra. Elle apportait un couvert qu'elle mit sur la table. « Madame Magloire, mettez ce couvert le plus près possible du feu, » dit l'évêque. Et se tournant vers son hôte, « Le vent de nuit est dur dans les Alpes. Vous devez avoir froid, monsieur. » Chaque fois qu'il disait ce mot, « monsieur », avec sa voix doucement grave et de si bonne compagnie, le visage de l'homme s'illuminait. Monsieur a un forçat, c'est un verre d'eau à un naufragé de la Méduse. L'ignominie a soif de considération. « Oh, voici une lampe qui éclaire bien mal, » reprit l'évêque. Madame Magloire comprit, et elle alla chercher sur la cheminée de la chambre à coucher de Monseigneur les 2 chandeliers d'argent qu'elle posa sur la table tout allumés. « Oh, monsieur le curé, dit l'homme, vous êtes bon, vous ne me méprisez pas, vous me recevez chez vous, vous allumez vos cierges pour moi, je vous ai pourtant pas caché d'où je viens et que je suis un homme malheureux. » L'évêque, assis près de lui toucha doucement la main. « Vous pouviez ne pas me dire qui vous étiez? Ce n'est pas ici ma maison, c'est la maison de Jésus-Christ. Cette porte ne demande pas à celui qui entre s'il a un nom, mais s'il a une douleur. Vous souffrez, vous avez faim et soif? Soyez le bienvenu et ne me remerciez pas. Ne me dites pas que je vous reçois chez moi. Personne n'est ici chez soi, excepté celui qui a besoin d'un asile. Je vous le dis à vous qui passez, vous êtes ici chez vous plus que moi-même. Tout ce qui est ici est à vous. Qu'ai-je besoin de savoir votre nom? D'ailleurs, avant que vous me le disiez, vous en avez un que je savais. » L'homme ouvrit des yeux étonnés. « Vrai? Vous saviez comment je m'appelle? » ?»« Oui. Vous vous appelez mon frère. » Cependant, Madame Magloire avait servi le souper, une soupe faite avec de l'eau, de l'huile, du pain et du sel, un peu de lard, un morceau de viande de mouton, des figues, un fromage frais et un gros pain de seigle. Elle avait d'elle-même ajouté à l'ordinaire de Monseigneur l'évêque une bouteille de vieux vin de mauve. Le visage de l'évêque prit tout à coup cette expression de gaieté propre aux natures hospitalières. « À table !» dit-il vivement. L'évêque dit le bénédicité, puis servit lui-même la soupe selon son habitude. L'homme se mit à manger avidement. Tout à coup, l'évêque dit « Mais il me semble qu'il manque quelque chose sur cette table. » Madame Magloire, en effet, n'avait mis que les 3 couverts absolument nécessaires. Or, c'était l'usage de la maison, quand l'évêque avait quelqu'un à souper, de disposer sur la nappe les 6 couverts d'argent, étalage innocent. Ce gracieux semblant de luxe était une sorte d'enfantillage plein de charme dans cette maison douce et sévère qui élevait la pauvreté jusqu'à la dignité. Madame Magloire comprit l'observation, sortit sans dire un mot, et un moment après, les 3 couverts réclamés par l'évêque brillaient sur la nappe, symétriquement arrangés devant chacun des 3 convives. Après avoir donné le bonsoir à sa sœur, Monseigneur Bienvenu prit sur la table un des 2 flambeaux d'argent, remit l'autre à son hôte et lui dit « Monsieur, je vais vous conduire à votre chambre. » L'homme le suivit. Comme on a pu le remarquer dans ce qui a été dit plus haut, le logis était distribué de telle sorte que, pour passer dans l'oratoire où était l'alcôve, ou pour en sortir, il fallait traverser la chambre à coucher de l'évêque. Au moment où il traversait cette chambre, Madame Magloire serrait l'argenterie dans le placard qui était au chevet du lit. C'était le dernier soin qu'elle prenait chaque soir avant de s'aller coucher. L'évêque installa son hôte dans l'alcôve. Un lit blanc et frais y était dressé. L'homme posa le flambeau sur une petite table. « Allons, faites une bonne nuit, » dit l'évêque. « Demain matin, avant de partir, vous boirez une tasse de lait de nos vaches tout chaud. »« Merci, monsieur l'abbé, » dit l'homme. Un moment après, l'évêque était dans son jardin, marchant, rêvant, contemplant, l'âme et la pensée tout entière à ces grandes choses mystérieuses que Dieu montre la nuit aux yeux qui restent ouverts.
Quant à l'homme, il était vraiment si fatigué qu'il n'avait même pas profité de ses bons draps blancs. Il avait soufflé sa bougie avec sa narine à la manière des forçats et s'était laissé tomber tout habillé sur le lit, où il s'était tout de suite profondément endormi. Minuit sonnait comme l'évêque rentrait de son jardin dans son appartement. Quelques minutes après, tout dormait dans la petite maison. Vers le milieu de la nuit, Jean Valjean se réveilla. Jean Valjean était d'une pauvre famille de paysans de l'abri. Dans son enfance, il n'avait pas appris à lire. Quand il eut l'âge d'homme, il était émondeur à Faverolles. Sa mère s'appelait Jeanne Mathieu, son père s'appelait Jean Valjean, ou Vlajean, sobriquet probablement, et contraction de voilà Jean. Jean Valjean était d'un caractère pensif sans être triste, ce qui est le propre des natures affectueuses. Il avait perdu en très bas âge son père et sa mère était morte d'une fièvre de lait mal soignée, son père, émondeur comme lui, s'était tué en tombant d'un arbre. Il n'était resté à Jean Valjean qu'une sœur plus âgée que lui, veuve avec 7 enfants, filles et garçons. Cette sœur avait élevé Jean Valjean et tant qu'elle eut son mari, elle logea et nourrit son jeune frère. Le mari mourut. L'aîné des 7 enfants avait 8 ans, le dernier 1 an. Jean Valjean venait d'atteindre, lui, sa 25e année. Il remplaça le père et soutint à son tour sa sœur qu'il avait élevée. Cela se fit simplement, comme un devoir, même avec quelque chose de bourru de la part de Jean Valjean. Sa jeunesse se dépensait ainsi dans un travail rude et mal payé. On ne lui avait jamais connu de bon ami dans le pays, il n'avait pas eu le temps d'être amoureux. Le soir, il rentrait fatigué et mangeait sa soupe sans dire un mot. Sa sœur, mère Jeanne, pendant qu'il mangeait, lui prenait souvent dans son écuelle le meilleur de son repas, le morceau de viande, la tranche de lard, le cœur de chou, pour le donner à quelqu'un de ses enfants. Lui, mangeant toujours, penché sur la table, presque la tête dans sa soupe, ses longs cheveux tombant autour de son écuelle et cachant ses yeux, avait l'air de ne rien voir et laissait faire. Il gagnait dans la saison de l'émondage 24 sous par jour, puis il se louait comme moissonneur, comme manœuvre, comme garçon de ferme bouvier, comme homme de peine. Il faisait ce qu'il pouvait. Sa sœur travaillait de son côté, mais que faire avec 7 petits-enfants? C'était un triste groupe que la misère enveloppa et étreignit peu à peu. Il arriva qu'un hiver fut rude. Jean n'eut pas d'ouvrage, la famille n'eut pas de pain. Pas de pain, à la lettre. 7 enfants. Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de l'église à Faverolles, se disposait à se coucher lorsqu'il entendit un coup violent dans la devanture grillée et vitrée de sa boutique. Il arriva à temps pour voir un bras passer à travers un trou fait d'un coup de poing dans la grille et dans la vitre. Le bras saisit un pain et l'emporta. Isabeau sortit en hâte, le voleur s'enfuit à toutes jambes, Isabeau courut après lui et l'arrêta. Le voleur avait jeté le pain, mais il avait encore le bras ensanglanté. C'était Jean Valjean. Ceci se passait en 1795. Jean Valjean fut traduit devant les tribunaux du temps pour vol avec effraction la nuit dans une maison habitée. Jean Valjean fut déclaré coupable. Les termes du code étaient formels. Il y a, dans notre civilisation, des heures redoutables. Ce sont les moments où la pénalité prononce un naufrage. Quelle minute funèbre que celle où la société s'éloigne et consomme l'irréparable abandon d'un être pensant. Jean Valjean fut condamné à 5 ans de galère. Il partit pour Toulon. Il y arriva après un voyage de 27 jours sur une charrette, la chaîne au cou. À Toulon, il fut revêtu de la casaque rouge. Tout s'effaça de ce qui avait été sa vie jusqu'à son nom. Il ne fut même plus Jean Valjean, il fut le numéro 24 601. Que devint sa sœur? Que devinrent les 7 enfants? Qui est-ce qui s'occupe de cela? Que devient la poignée de feuilles du jeune arbre scié par le pied? C'est toujours la même histoire. Ces pauvres êtres vivants,
Ces créatures de Dieu, sans appui désormais, sans guide, sans asile, s'en allèrent au hasard, qui sait même, chacun de leur côté peut-être, et s'enfoncèrent peu à peu dans cette froide brume où s'engloutissent les destinées solitaires, moines ténèbres où disparaissent successivement tant de têtes infortunées dans la sombre marche du genre humain. Ils quittèrent le pays. Le clocher de ce qui avait été leur village les oublia. La borne de ce qui avait été leur champ les oublia. Après quelques années de séjour au bagne, Jean Valjean lui-même les oublia. Dans ce cœur où il y avait eu une plaie, il y eut une cicatrice. Voilà tout. À peine pendant tout le temps qu'il passa à Toulon, entendit-il parler une seule fois de sa sœur. C'était, je crois, vers la fin de la 4e année de sa captivité. Je ne sais plus par quelle voie ce renseignement lui parvint. Quelqu'un qui les avait connus au pays avait vu sa sœur. Elle était à Paris. Elle habitait une pauvre rue près de Saint-Sulpice, la rue du Gindre. Elle n'avait plus avec elle qu'un enfant, un petit garçon, le dernier. Où étaient les 6 autres? Elle ne le savait peut-être pas elle-même. Tous les matins, elle allait à une imprimerie rue du Sabot, numéro 3, où elle était plieuse et brocheuse. Il fallait être là à 6 heures du matin, bien avant le jour, l'hiver. Dans la maison de l'imprimerie, il y avait une école. Elle menait à cette école son petit garçon qui avait 7 ans. Seulement, comme elle entrait à l'imprimerie à 6 heures et que l'école n'ouvrait qu'à 7, il fallait que l'enfant attendît, dans la cour, que l'école ouvrît. 1 heure. L'hiver, 1 heure de nuit, en plein air. On ne voulait pas que l'enfant entrât dans l'imprimerie parce qu'il gênait, disait-on. Les ouvriers voyaient le matin en passant ce pauvre petit être assis sur le pavé, tombant de sommeil et souvent endormi dans l'ombre, accroupi et plié sur son panier. Quand il pleuvait, une vieille femme, la portière, en avait pitié. Elle le recueillait dans son bouge où il n'y avait qu'un grabat, un rouet et 2 chaises de bois, et le petit dormait là, dans un coin, se serrant contre le chat pour avoir moins froid. À 7 heures, l'école ouvrait et il y entrait. Voilà tout ce qu'on dit à Jean Valjean. On l'en entretint un jour, ce fut un moment, un éclair, comme une fenêtre brusquement ouverte sur la destinée de ces êtres qu'il avait aimés, puis tout se referma. Il n'en entendit plus parler, et ce fut pour jamais. Plus rien n'arriva d'eux à lui, jamais il ne les revit, jamais il ne les rencontra, et dans la suite de cette douloureuse histoire, on ne les retrouvera plus. Vers la fin de cette 4e année, le tour d'évasion de Jean Valjean arriva. Ses camarades l'aidèrent comme cela se fait dans ce triste lieu. Il s'évada. Il erra 2 jours en liberté dans les champs, si c'est être libre que d'être traqué, de tourner la tête à chaque instant, de tressaillir au moindre bruit, d'avoir peur de tout, du toit qui fume, de l'homme qui passe, du chien qui aboie, du cheval qui galope, de l'heure qui sonne, du jour parce qu'on voit, de la nuit parce qu'on ne voit pas, de la route, du sentier, du buisson, du sommeil. Le soir du second jour, il fut repris. Il n'avait ni mangé ni dormi depuis 36 heures. Le tribunal maritime le condamna pour ce délit à une prolongation de 3 ans, ce qui lui fit 8 ans. La 6e année, ce fut encore son tour de s'évader. Il en usa, mais il ne put consommer sa fuite. Il avait manqué à l'appel. On tira le coup de canon, et à la nuit, les gens de ronde le trouvèrent caché sous la quille d'un vaisseau en construction. Il résista aux gardes-chiourmes qui le saisirent. Évasion et rébellion. Ce fait prévu par le code spécial fut puni d'une aggravation de 5 ans, dont 2 ans de double chaîne. 13 ans. La 10e année, son tour revint. Il en profita encore. Il ne réussit pas mieux. 3 ans pour cette nouvelle tentative, 16 ans. Enfin, ce fut, je crois, pendant la 13e année qu'il essaya une dernière fois et ne réussit qu'à se faire reprendre après 4 heures d'absence. 3 ans pour ces 4 heures. 19 ans. En octobre 1815, il fut libéré. Il était entré là en 1796 pour avoir cassé un carreau et pris un pain.
Place pour une courte parenthèse. C'est la seconde fois que dans ses études sur la question pénale et sur la damnation par la loi, l'auteur de ce livre rencontre le vol d'un pain comme point de départ du désastre d'une destinée. Claude Gueux avait volé un pain, Jean Valjean avait volé un pain. Une statistique anglaise constate qu'à Londres, 4 vols sur 5 ont pour cause immédiate la faim. Jean Valjean était entré au bagne sanglotant et frémissant. Il en sortit impassible. Il y était entré désespéré. Il en sortit sombre. Jean Valjean se sentait indigné. La société humaine ne lui avait fait que du mal. Jamais il n'avait vu d'elle que ce visage courroucé qu'elle appelle sa justice et qu'elle montre à ceux qu'elle frappe. Les hommes ne l'avaient touché que pour le meurtrir. Tout contact avec eux lui avait été un coup. Jamais, depuis son enfance, depuis sa mère, depuis sa sœur, jamais il n'avait rencontré une parole amie et un regard bienveillant. De souffrance en souffrance, il arriva peu à peu à cette conviction que la vie était une guerre et que dans cette guerre, il était le vaincu. Il n'avait d'autre arme que sa haine. Il résolut de l'aiguiser au bagne et de l'emporter en s'en allant. Ainsi, pendant ces 19 ans de torture et d'esclavage, cette âme monta et tomba en même temps. Il y entra de la lumière d'un côté et des ténèbres de l'autre. Jean Valjean n'était pas, on l'a vu, d'une nature mauvaise, il était encore bon lorsqu'il arriva au bagne. Il y condamna la société et sentit qu'il devenait méchant. Il y condamna la providence et sentit qu'il devenait impie. Le propre des peines de cette nature, dans lesquelles domine ce qui est impitoyable, c'est-à-dire ce qui est abrutissant, c'est de transformer peu à peu, par une sorte de transfiguration stupide, un homme en une bête fauve, quelquefois en une bête féroce. Les tentatives d'évasion de Jean Valjean, successives et obstinées, suffiraient à prouver cet étrange travail fait par la loi sur l'âme humaine. Jean Valjean eût renouvelé ses tentatives, si parfaitement inutiles et folles, autant de fois que l'occasion s'en fut présentée, sans songer un instant aux résultats, ni aux expériences déjà faites. Il s'échappait impétueusement comme le loup qui trouve la cage ouverte. L'instinct lui disait « sauve-toi », le raisonnement lui eût dit « reste ». Mais devant une tentation si violente, le raisonnement avait disparu. Il n'y avait plus que l'instinct. La seule bête agissait. Quand il était repris, les nouvelles sévérités qu'on lui infligeait ne servaient qu'à l'effarer davantage. Pour résumer, nous nous bornerons à constater qu'en 19 ans, Jean Valjean, l'inoffensif émondeur de Faverolles, le redoutable galérien de Toulon, était devenu capable, grâce à la manière dont le bagne l'avait façonné, de 2 espèces de mauvaises actions. Premièrement, d'une mauvaise action, rapide, irréfléchie, pleine d'étourdissement, toute d'instinct, sorte de représailles pour le mal souffert. Deuxièmement, d'une mauvaise action grave, sérieuse, débattue en conscience et méditée avec les idées fausses que peut donner un pareil malheur. Ces préméditations passaient par les 3 phases successives que les natures d'une certaine trempe peuvent seules parcourir: raisonnement, volonté, obstination. Il avait pour mobile l'indignation habituelle, l'amertume de l'âme, le profond sentiment des iniquités subies, la réaction, même contre les bons, les innocents et les justes s'il y en a. Le point de départ comme le point d'arrivée de toutes ces pensées était la haine de la loi humaine. Cette haine qui, si elle n'est pas arrêtée dans son développement par quelque incident providentiel, devient, dans un temps donné, la haine de la société, puis la haine du genre humain, puis la haine de la création, et se traduit par un vague et incessant et brutal désir de nuire n'importe à qui, à un être vivant quelconque. Comme on voit,
ce n'était pas sans raison que le passeport qualifiait Jean Valjean d'homme très dangereux. D'année en année, cette âme s'était desséchée de plus en plus, lentement, mais fatalement. À cœur sec, œil sec. À sa sortie du bagne, il y avait 19 ans qu'il n'avait versé une larme. Et voilà pour ce 5e épisode des Misérables, où vous avez peut-être aperçu dans le bas de l'écran une petite tache noire, je ne sais pas si elle apparaît encore à ce moment-là. J'essaye d'améliorer la qualité technique de mes vidéos, qui en ont bien besoin, et à la suite de la plainte de certains d'entre vous sur la mauvaise qualité du son, à juste titre, eh bien, j'ai rapproché le micro et je l'ai donc fait rentrer dans le champ, ce qui n'est pas très beau esthétiquement, mais j'espère en tout cas que cela aura amélioré un peu le son, même si ça n'est pas parfait, puisque j'ai entendu qu'il y a quelques syllabes qui claquent un petit peu, mais là aussi il va falloir que je progresse sur cet aspect. Alors nous avons dans cet épisode ce qui s'apparenterait à une scène de comédie, avec le récit de Madame Magloire sur cet homme, cet inconnu, qui est arrivé dans Digne. Vous avez entendu que dans le récit, son vocabulaire évolue, puisque du rôdeur de mauvaise mine, l'homme devient un bohémien, un va-nu-pied, je cite de mémoire, un homme de sac et de corde à la figure terrible. Je vous rappelle que cet homme, elle ne l'a jamais vu, évidemment. Mais tout ce récit alimenté par la peur bascule avec l'irruption de cet homme dans le logis. Cet homme à qui il suffit d'une simple poussée sur la porte pour y entrer. Moralité, Madame Magloire avait sans doute raison, il aurait fallu mettre des verrous à la porte. Mais autre chose que je voulais aborder avec vous, c'est la cohérence de Monseigneur Bienvenu. Ses actes sont la conséquence de ses paroles. Et j'ai retrouvé cette phrase qui vient du premier épisode que j'avais enregistré sur Les Misérables, où Monseigneur Bienvenu dit « La porte du prêtre doit toujours être ouverte ». Eh bien, il en fait la démonstration ici. Autre moment où Monseigneur Bienvenu est montré dans toute sa cohérence, quand il dit à Jean Valjean « Ce n'est pas ici ma maison, c'est la maison de Jésus-Christ. Cette porte ne demande pas à celui qui entre s'il a un nom, mais s'il a une douleur. Vous souffrez, vous avez faim et soif, soyez le bienvenu. Et ne me remerciez pas, ne me dites pas que je vous reçois chez moi. Personne n'est ici chez soi, excepté celui qui a besoin d'un asile. » Voilà pourquoi il ne peut pas mettre de verrou. Et je finis par cette phrase que je vous conseille de garder en tête, elle aura une importance dans ce qui viendra dans des épisodes suivants. Je vous le dis à vous qui passez, vous êtes ici chez vous plus que moi-même, tout ce qui est ici est à vous. Voilà, voilà, je n'en dis pas plus. Je voudrais attirer votre attention sur le procédé narratif qu'utilise Victor Hugo au début du chapitre 6. Pour mémoire, nous sommes restés dans le chapitre 5 avec toute la maison endormie. Et voici la première phrase du chapitre 6. Vers le milieu de la nuit, Jean Valjean se réveilla. Et puis ensuite, Victor Hugo nous emmène ailleurs. C'est-à-dire que moi, lecteur un peu primaire, il me laisse en suspens. Le loup introduit dans la bergerie, que va-t-il faire? Alors ce procédé que les anglo-saxons appellent le cliffhanger, ce moment de suspens où le lecteur ou téléspectateur est laissé littéralement au-dessus du vide, est utilisé pour le tenir en haleine et puis emmener éventuellement la narration vers une autre piste. Alors c'est un procédé narratif qui est utilisé, surexploité dans beaucoup de fictions télévisuelles et cinématographiques, et parfois avec des digressions un petit peu superficielles. Mais ici, ça va être l'occasion pour Victor Hugo de nous raconter les origines de Jean Valjean. Et voilà la dernière partie de mes petits commentaires sur laquelle je voudrais mettre l'accent et que j'appellerais « Histoire d'un effacement ». Effacement de Jean Valjean d'abord. À son arrivée au bagne, Victor Hugo écrit « Il fut revêtu de la casaque rouge ». Ça n'est pas anecdotique, on lui enlève ses vêtements. Une des étapes de sa déshumanisation. Il fut revêtu de la casaque rouge, tout s'effaça de ce qui avait été sa vie jusqu'à son nom.
Il ne fut même plus Jean Valjean, il fut le numéro 24 601. Et puis, effacement de la sœur et de ses enfants. Cet effacement a lieu de 3 façons différentes. Je vais commencer par la dernière, celle du romancier lui-même, qui nous écrit directement en parlant de la sœur, des neveux et des nièces de Jean Valjean. Dans la suite de cette douloureuse histoire, on ne les retrouvera plus. Et puis ces personnages subissent un deuxième effacement. Quelqu'un au bagne a rapporté à Jean Valjean qu'il avait aperçu sa sœur à Paris avec un de ses enfants. Voilà ce qu'on dit à Jean Valjean. On l'en entretint un jour, ce fut un moment, un éclair, comme une fenêtre brusquement ouverte sur la destinée de ces êtres qu'il avait aimés, puis tout se referma. Il n'en entendit plus parler, et ce fut pour jamais. Plus rien n'arriva d'eux à lui, jamais il ne les revit, jamais il ne les rencontra. Et on assiste à une troisième façon de faire disparaître des êtres. Juste après que Jean Valjean ne soit plus qu'un numéro, Victor Hugo écrit « Que devint la sœur? Que devinrent les 7 enfants? Qui est-ce qui s'occupe de cela ?» C'est toujours la même histoire. Ces pauvres êtres vivants, ces créatures de Dieu, sans appui désormais, sans guide, sans asile, s'en allèrent au hasard, qui sait même, chacun de leur côté peut-être, et s'enfoncèrent peu à peu dans cette froide brume où s'engloutissent les destinées solitaires, moines ténèbres où disparaissent successivement tant de têtes infortunées dans la sombre marche du genre humain. Ils quittèrent le pays. Le clocher de ce qui avait été leur village les oublia, la borne de ce qui avait été leur champ les oublia. Ce que j'appelle l'histoire d'un effacement, peut-être un peu pompeusement, irrigue profondément et abondamment Les Misérables. Ici, vous avez entendu, Hugo nous dit que nous ne retrouverons plus ces personnages dans le roman. Mais plus terrible, il nous montre aussi comment Jean Valjean oublie des êtres de sa propre famille, des êtres qu'il a aimés. Et peut-être plus terrible encore, il nous montre que la misère écrase des familles entières. La misère a disloqué cette petite famille, elle l'a démembrée un à un. Ce fut d'abord le tour de Jean Valjean, le bagne, et le reste de cette famille, encore un peu plus fragilisée, va finir par se disloquer. La misère, c'est le cœur nucléaire des Misérables. Ça peut paraître évident. Mais quand on connaît un peu l'œuvre de Hugo, quand on connaît un petit peu son parcours de vie, on sait à quel point la misère fut un combat et que ce combat se retrouve dans Les Misérables, dans sa poésie, dans son théâtre, dans toute son œuvre et dans son engagement politique qui lui a coûté cher. Alors je ne vais pas vous révéler ici les autres effacements, les autres disparitions qui ont lieu dans Les Misérables. Je remarque tout de même qu'il y a un point commun à la plupart d'entre elles, en tout cas celle que j'ai en tête là au moment où je vous parle, c'est l'économie de moyens qu'utilise Hugo pour les décrire. Il y a une immense pudeur, je trouve, et lui qui est si abondant et qui est capable de longs développements, vous voyez que dans le chapitre que nous venons d'examiner, quelques détails suffisent. Une fenêtre ouverte brusquement, quelques symboles, le clocher d'une église, la borne d'un champ qui oublie ceux qui l'ont peuplé. Mais je vais vous donner à entendre un autre texte d'Hugo, d'un autre roman, Notre-Dame de Paris, roman publié une trentaine d'années avant Les Misérables, où vous allez entendre un autre effacement. Pour celles et ceux qui n'ont pas lu Notre-Dame de Paris, vous vous bouchez les oreilles, vous éteignez immédiatement la vidéo parce que sinon vous aurez la révélation finale.
Le dernier chapitre intitulé Mariage de Quasimodo. Nous venons de dire que Quasimodo avait disparu de Notre-Dame le jour de la mort de l'Égyptienne. On ne le revit plus, en effet. On ne sut ce qu'il était devenu. Dans la nuit qui suivit le supplice de la Esmeralda, les gens des basses œuvres avaient détaché son corps du gibet et l'avaient porté, selon l'usage, dans la cave de Montfaucon. Quant à la mystérieuse disparition de Quasimodo, voici tout ce que nous avons pu découvrir. 2 ans environ, ou 18 mois après les événements qui terminent cette histoire, on trouva, dans la cave de Montfaucon, parmi toutes ces carcasses hideuses, 2 squelettes dont l'un tenait l'autre singulièrement embrassés. L'un de ces 2 squelettes, qui était celui d'une femme, avait encore quelques lambeaux de robe d'une étoffe qui avait été blanche. Et on voyait, autour de son cou, un collier de grains d'adrésarac avec un petit sachet de soie orné de verroterie verte qui était ouvert et vide. Ces objets avaient si peu de valeur que le bourreau sans doute n'en avait pas voulu. L'autre, qui tenait celui-ci étroitement embrassé, était un squelette d'homme. On remarqua qu'il avait la colonne vertébrale déviée, la tête dans les omoplates et une jambe plus courte que l'autre. Il n'avait d'ailleurs aucune rupture de vertèbre à la nuque et il était évident qu'il n'avait pas été pendu. L'homme auquel il avait appartenu était donc venu là et y était mort. Quand on voulut le détacher du squelette qui l'embrassait, il tomba en poussière. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Au revoir.